Très bien. Donc on va commencer cette formation. Donc ça va un peu suivre les formations qui ont été faites précédemment sur les nouveautés 2010-2011. Voilà, on enchaîne sur le 2012-2013 pour faire un peu un tour d'horizon sur ce qui est, se revoir un peu ce qu'il y a eu de nouveau sur SolidWorks depuis ce temps-là. Euh, voilà, hein, donc ce sera par la même occasion peut-être pour certains d'entre vous de découvrir des nouvelles choses. Des nouvelles choses, des choses parfois qu'on est passé à côté, qui ont apparu dans les nouveautés. Voilà. Donc, voilà, donc l'organisation un peu de cette formation en ligne, c'est revoir tout d'abord en fait le top des nouveautés en 2012, qu'est-ce qui a été intégré. Je ferai des petites présentations avec en même temps des petites démonstrations sur SolidWorks, et de nouveau aussi pareil sur 2013. Hein. Donc voilà, rapidement, les outils de calcul de coûts, gestion des grandes conceptions, amélioration des lignes magnétiques et des bulles, bulage automatique, fonction activer la barre de blocage, très utile, l'éditeur d'équations amélioré et la recherche de commandes aussi qui est très utile, qui ont apparu en 2012 et en 2013. On regardera, je vous montrerai rapidement le nouveau produit qui a été intégré, c'est SolidWorks Electrical. L'interopérabilité avec les versions précédentes, j'en parlerai un peu plus dans le détail, le conique dans les esquisses, la fonction intersection, l'amélioration apportée à l'outil de vue en coupe, très pratique, et les fonctions de répétition à paramètres variables. Voilà, donc ce sera ce qu'on va voir. On va tout de suite commencer donc sur ce qui a eu de nouveau en 2012, c'est-à-dire l'outil de calcul de coût. Donc cet outil de calcul de coût, ça va permettre de faire une estimation du prix de la pièce grâce à un modèle qui a été préalablement fait. L'estimation des coûts d'usinage, en prenant en compte le prix de la matière, des matériaux. Donc d'usinage et aussi sur de la tôlerie, tout ce qui est opération de pliage et découpe sur tôlerie. Voilà. Donc juste pour vous montrer où est-ce qu'on le trouve sur SolidWorks, je vais aller sur SolidWorks. On va ouvrir une pièce dans le 2012. Voilà, on va commencer par exemple par une pièce de tôlerie. Celle-ci par exemple, c'est une pièce qui a été réalisée avec des outils de tôlerie. Donc il faut forcément utiliser des outils de tôlerie. Dans l'onglet évaluer, ici on va avoir une catégorie costing. Donc on va pouvoir aller sélectionner ça. Voilà, on a un menu qui s'ouvre sur la droite. Donc là il est en train de charger. Automatiquement en fait, dès qu'on fait ça, il va utiliser le dernier modèle utilisé pour charger le coût de la pièce. Voilà, je vais un peu l'agrandir. Voilà, donc on va se retrouver ici, on va pouvoir aller choisir donc quel type de métal on souhaite. Par exemple, bon là j'ai laissé de l'acier, le type d'acier, ensuite l'épaisseur de la tôle, donc il a repris là l'épaisseur existante de la tôle qui est de 1,6 mm. Voilà, le coût du matériau qui est de 16,09 € par kilo. Donc ça, il faudrait voir effectivement si c'est effectivement le cas. Hein. C'est peut-être des valeurs qui sont aberrantes puisqu'elles n'ont pas été mises à jour. Voilà, et en fait, suivant tous ces paramètres-là, on va retrouver ici le coût estimé de la pièce qui est de 81,20 € par pièce. Et donc en fait, on va pouvoir faire évoluer par exemple un peu la géométrie de notre pièce par exemple, et pourquoi pas faire évoluer le type de matériau. Voilà, par exemple, on n'est pas sur le même matériau, il coûte beaucoup moins cher apparemment, et du coup on voit le prix actuel et le prix précédent. Donc ça permet en fait d'adapter parfois son, sa conception, modifier ses différents découpes qu'on a fait, les différents plis qui ont été faits, afin d'obtenir la pièce parfois la moins chère à produire. Voilà. Donc on voit hein, sur le panneau de gauche cette fois-ci qu'on a aussi un onglet costing qui s'est rajouté, et il nous dit en fait les prix qu'il a attribués à différentes opérations qui ont été effectuées, telles que la mise en place sur la machine ou vers la découpe laser ou la plieuse, les trajectoires de découpe. Là, il évalue en fonction de la longueur de la découpe, euh, le prix de la découpe et aussi ainsi le prix de tous les plis. Voilà, ils ont été arbitrairement mis à 1 euro. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir ajouter, si on le souhaite, des opérations personnalisées via un clic droit. Ajout une opération personnalisée. Voilà. On donnerait son nom, on mettrait son coût. Si on veut rajouter de la marge, par exemple, des choses comme ça. On va pouvoir mettre ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est le cas d'une pièce de tôlerie. Alors, ensuite, je vais vous montrer sur une pièce usinée. C'est le même principe.
On ouvre la pièce, donc là pareil, hein, c'est une plaque, hein. C'est une plaque qui va être usinée. Tout simplement, de nouveau, on lance le costing. Voilà. Du coup, en fait, il va mettre on voit ici qu'il vient d'apparaître un espèce de cube. Ça va être le bloc de matériaux bruts. Voilà. Donc on pourrait utiliser un bloc plus gros si on le souhaitait, hein. Pourquoi pas. On va voir, hein. Et en fait, automatiquement, donc il va mettre à jour donc le prix. Voilà, on atteint par exemple 120 € pour créer cette pièce-là, avec le même principe, hein, toujours, les différents paramètres de base qu'on peut rentrer, le type de matériau, ainsi de suite. On peut aller même plus loin, hein, si on veut faire de la série, après on va pouvoir dire le nombre de pièces qu'on va faire, la taille du lot, et du coup, il va en fonction de ça diminuer le prix de la pièce. Voilà. Je vais vous montrer après le modèle, comment ça fonctionne. Voilà, donc là ensuite on a les différentes aussi pareil, les listes des prix qui vont s'appliquer en fonction de type d'usinage qui est fait à cet endroit-là. Donc là maintenant on se demande, mais effectivement d'où est-ce qu'il vient chercher tous ces prix-là. On va regarder rapidement, on peut lancer l'éditeur de modèle. C'est là où ça devient un peu complexe, mais pour certaines personnes c'est effectivement utile de pouvoir définir toutes ces choses-là. Voilà, par exemple, en général, on va choisir donc le type de devise qu'on utilise, les types de matériaux qu'on a, avec, si on développe un peu ça, les différents prix à cet endroit-là, en fonction de l'épaisseur. Les machines qui sont disponibles par exemple dans notre atelier, le coût de la machine en euros par heure, par exemple, tout ce genre de choses. Et ensuite toutes les opérations de découpe. Donc ça c'est toutes les opérations qu'il va faire à gauche. Donc on a les opérations de découpe pour la tôlerie, avec 3 types de machines par exemple. Et ensuite donc les différents prix par, par type d'alliage ou ainsi de suite. Hein. Voilà, par exemple pour l'alliage d'aluminium, il y a ça qui a été rentré, pour les différentes épaisseurs et ainsi de suite. Pareil pour les opérations de fraisage, pareil pour les opérations de perçage, ainsi de suite. Donc tout ça peut être rentré ici pour les fonctions de bibliothèque, c'est-à-dire si jamais il y a un emboutissage qui est fait. Voilà. Et puis en plus des opérations personnalisées si on souhaite en rajouter, par exemple la peinture, ainsi de suite. Voilà. Et ensuite on peut l'enregistrer sous un nouveau modèle si on le souhaite, si on ne souhaite pas utiliser celui de base. Donc voilà pour le costing, pour la création de pièces avec un coût. Alors, ensuite en 2012, qu'est-ce qui a été rajouté? La gestion des grandes conceptions. Ça très utile quand on va avoir un assemblage avec quelques milliers de composants, hein. On parle vraiment sur des assemblages qui sont très très volumineux. Voilà, hein, là ici cet assemblage-là, peut-être jusqu'à 5000 composants. On va aller l'ouvrir, cet assemblage-là. Donc c'est juste un nouveau mode d'ouverture, hein, qui est apparu. Voilà, on fait fichier ouvrir, on va sur un assemblage, celui-ci, et en fait dans les modes ici on a un nouveau mode qui vient d'apparaître, c'est en 2012, c'est gestion des grandes conceptions. Voilà, donc on l'ouvre. La première fois qu'on va le lancer, jusqu'à qu'on décoche ne plus afficher ce message-là, il va nous dire ce qui est possible de faire et pas faire dans la gestion des grandes conceptions. On peut naviguer dans l'arbre de construction, on peut ouvrir des composants pour les éditer, on va pouvoir faire des mesures, faire des vues en coupe, cacher des composants, créer des parcours virtuels. Voilà. C'est ce qui est possible de faire dans ce mode. Forcément, vu que c'est un mode allégé, on va pas pouvoir tout ouvrir, tout faire comme si c'était dans un mode classique. L'avantage, c'est effectivement, bah là, il est déjà ouvert. Hein. Il est déjà ouvert, c'est un assemblage avec énormément de pièces. Alors, on peut le voir si on zoome, hein. Il y a beaucoup de pièces, il y a tous ces petits composants là, enfin c'est ultra complet. C'est vraiment très très complet. Euh, voilà. Hein. Donc voilà, il y a actuellement ouais, 6000 pièces. Il faudrait qu'il y en ait plus dessus, mais on a 6000 pièces dans cet assemblage là. Voilà. Donc on voit que c'est très complexe. Et on va pouvoir naviguer dedans, on va pouvoir visualiser les choses, on va pouvoir faire des vues en coupe. Voilà, on peut en faire ainsi de suite. Donc très pratique, hein, pour faire par exemple un peu de visualisation. Et ce qu'on va pouvoir faire, on va très bien pouvoir faire un clic droit sur une des pièces et l'ouvrir.
Là, ça nous permet d'ouvrir la pièce individuellement et de la rééditer, pourquoi pas. Donc, voilà. Bon, c'est une pièce ici importée. On pourrait très bien imaginer que qu'on la réédite, sans souci. Donc voilà pour ce mode. Voilà, ensuite, l'amélioration en 2012 qu'ils ont apportée, qui est significative, c'est tout simplement l'ajout des lignes magnétiques et sur les bulles, sur les bullages automatiques. Donc pareil, ça permet en fait de pouvoir faire une mise en plan de plus en plus propre. Donc ça, on va pouvoir le faire. Je vais ouvrir cette mise en plan. Voilà, petite mise en plan de bullage. Très bien, donc là j'ai des bulles qui ont été placées. Hein. Bon, imaginons que je veux qu'elles soient placées de façon un peu plus régulière. Voilà. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est aller sélectionner ces bulles et voir si déjà les lignes qui sont présentes. Effectivement, on voit qu'il y a déjà une ligne magnétique qui est présente. Si je sélectionne cette ligne magnétique, je peux la déplacer hein, comme je le souhaite. Ainsi de suite, lui donner de l'angle. Je vais pouvoir intervertir les bulles, si jamais elles ne sont pas dans le bon sens. Donc là, les bulles se répartissent de façon égale sur la ligne. Hein. Je vais pouvoir, si je sélectionne ma ligne magnétique, enlever cette répartissement égal et mettre un glissement libre. Et du coup, ici, je peux les déplacer où je veux dessus. Hein. Voilà. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc je vais remettre une disposition égale, je préfère, par exemple. Donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir aller assez rapidement raccrocher d'autres bulles dessus. Voilà, et venir bien placer ça comme ça, par exemple. Je vais pouvoir ici rajouter des nouvelles lignes magnétiques. Je clique dessus. Voilà, je trace une ligne. Comme ça. Voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à aller placer mes bulles dessus. Voilà. Et du coup, on peut vraiment faire quelque chose de propre à ce niveau-là. Donc voilà ce qui concerne les lignes magnétiques. Hein. Et puis effectivement, on peut les supprimer si on n'en veut plus. Hein. Et puis ensuite, du coup, on n'est plus accroché dessus. Voilà pour ça. Ensuite, la fonction activer la barre de blocage. Donc ça, c'est vraiment très utile quand on a des conceptions de pièces, on va dire, assez complexes, avec un temps de reconstruction très élevé, qui parfois dû à des fonctions de répétition, ou des fonctions un peu spécifiques, qui exigeraient beaucoup de ressources à notre ordinateur. Et ce qui se passe, c'est qu'on remarque que quand on fait ce genre de pièces, généralement, quand on va rajouter des fonctions, quand on va éditer des fonctions, ça arrive qu'il recharge complètement l'arbre de construction, il va tout recharger. Et du coup, on se retrouve avec des pièces où, à chaque fois qu'on fait une modification, on doit attendre quelques minutes, parfois pour certaines pièces, entre quelques secondes et quelques minutes, le temps que tout se reconstruise. L'idée, c'est de venir verrouiller en fait ces fonctions, dire qu'on va plus les éditer, mais qu'elles vont être verrouillées, qu'elles ne vont plus être rechargées. Donc je vais vous montrer ça, comment on active cette chose-là. Donc tout d'abord, il faudra aller dans les options. Dans les options, en général, on a activé la barre de blocage. Voilà. Donc moi, elle est déjà activée, il suffit de cocher ça. Si vous ne savez plus où c'est, hein, vous pouvez très bien rechercher dans les options blocage. Voilà, hop, raté, blocage. Et là, il vous dit où est-ce que c'est situé, hein, cette barre de blocage. Voilà, pour pouvoir activer ou désactiver l'option. Ça, c'est une nouveauté en 2013, par la même occasion. Donc, moi, je l'ai activé. Je vais ouvrir ma pièce suivante. Voilà, cette pièce-là. Donc, elle va s'ouvrir. Voilà. Hein. Et donc, en fait, si je vais dans les statistiques, actuellement, ça prend 20 secondes de reconstruction. Ok, donc dès qu'on va faire le feu vert, feu rouge ici, ça va reconstruire, ça peut reconstruire entièrement mon arbre de construction, et ça va prendre du temps. L'idée, c'est que je vais verrouiller tout ça. Pour verrouiller tout ça, on voit qu'il y a une barre orange qui est apparue tout en haut de mon arbre de construction. Précédemment, il n'y avait que la barre bleue du bas, maintenant il y en a une nouvelle, hein, c'est la barre orange. On va pouvoir la sélectionner et la descendre où ça nous intéresse. Par exemple, je vais la descendre jusqu'ici. Quand on fait ça, il va devoir reconstruire une dernière fois l'arbre de construction, donc je le reconstruis juste sur ma configuration active. Donc voilà, donc il l'a fait assez rapidement. Je vais prendre cette fonction-là aussi. Voilà. Et maintenant, quand je fais le feu vert, feu rouge,
ça prend presque plus rien du tout en temps. Et si on retourne dans les statistiques, il nous dit que total de temps de reconstruction avec la barre de blocage 0 secondes. Ce qui est logique puisque j'ai verrouillé totalement l'arbre de construction de ma pièce. Mais du coup, je peux plus aller éditer mes différentes pièces. Mais du coup, beaucoup plus rapide à rajouter des fonctions. Enfin, c'est verrouillé, c'est beaucoup plus sympa. Donc voilà pour ça. Voilà pour cette barre de blocage. Donc, juste un rappel, il faut aller dans les options, dans Général, et faire activer la barre de blocage ici. Si on ne l'active pas, du coup, en fait, on la verra pas disponible lorsqu'elle n'a pas été utilisée. Voilà pour cette pièce-là. Ok, alors. Ensuite, l'éditeur d'équations qui a été beaucoup amélioré en 2012, si vous êtes une personne qui fait des équations sur les fichiers, sur certains fichiers, ça peut être très pratique, ça vous permet de vous montrer ça. On a un éditeur d'équations qui est plutôt bien fait. Donc je vais réouvrir une pièce, je vais fermer ça. Voilà, ma pièce d'équation. Voilà. Donc imaginons, j'ouvre cette pièce-là, et en fait, dès l'instant où je l'ouvre, c'est normal, il me dit qu'il y a un souci sur les équations. Actuellement, mon équation, il dit qu'elles sont pas dans l'ordre. Voilà. En fait, déjà dans le message d'erreur, on peut voir les équations, hein, que, en gros, mon équation D4, elle va appeler une équation D3 qui est fait après. Et donc forcément, l'ordre n'est pas bon en fait. Donc ici, on a un petit dossier équation. On peut faire un clic droit, gestion des équations, ou alors on le retrouve dans outils, équations. Voilà. Et donc effectivement, là en fait, c'est pas dans l'ordre. Donc là en fait, qu'est-ce qu'ils ont rajouté de nouveau? C'est que maintenant, on va pouvoir vraiment trier les équations par catégorie, nos variables globales, nos fonctions, nos équations, et ensuite, voilà, aller lister toutes les cotations avec toutes les différentes valeurs qu'on a mis. Donc on retrouve tout ça ici. Donc on a vraiment maintenant, on peut vraiment trier un tableau, trier notre tableau de façon assez propre et voir tout ce qu'on a comme cotation dans notre pièce. Donc c'est vraiment pas mal. Donc effectivement, le souci qu'on peut voir ici, c'est juste que si je modifie cette équation et je la place après mon équation D3, il n'y a plus d'erreur. Ok. Une chose qu'ils ont rajouté qui est très pratique, si je les laisse comme ça, c'est qu'on peut aller cocher un ordre de résolution automatique. Et du coup, automatiquement, il vient réordonner nos différentes équations pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de souci. Voilà. Donc cet outil-là, hein, très pratique hein, pour ajouter une nouvelle équation ou une variable globale, par exemple. Je mettrai la variable globale A, j'appuie sur Entrée, et je vais pouvoir rentrer tout ce que je souhaite, et je vais pouvoir même aller rechercher ici différentes fonctions, différentes propriétés, ou aller mesurer quelque chose sur ma pièce. Donc voilà, par exemple, je fais mesurer, et là, sur le côté, je vais pouvoir mesurer donc cette cotation. Voilà. Et du coup, il me met la notation ici, plus 5 par exemple. Et du coup, il m'a fait le calcul de 105 plus 5, 110 mm. Donc voilà. Vraiment très pratique, c'est ce nouveau tableau d'équation. C'est vraiment beaucoup plus intuitif. Donc voilà pour ça. Bon, forcément, j'ai fait annuler. Ensuite, aussi une nouvelle chose super pratique, la recherche de commandes. Ça c'est quelque chose que quand on a commencé à l'utiliser, on a du mal à s'en passer. C'est juste que souvent, on n'a peut-être pas tout qui est disponible à portée de main, toutes les fonctions qu'on souhaite utiliser, qui sont pas toujours dans notre gestionnaire de commandes. Et ça nous permet en fait de les facilement les retrouver et facilement les exécuter. Donc je vais vous montrer ça. Je vais rouvrir ma pièce précédente, par exemple. Je vais régler ce souci d'équation, comme ça il ne m'embêtera plus. Ok, donc par exemple je recherche une fonction qui serait la fonction par exemple fractionnée. Cette fonction-là, je ne sais pas où elle se trouve. Je vais pouvoir en fait ici sélectionner la recherche de commande en sélectionnant cette chose-là, cette catégorie-là, et dedans je vais écrire fractionné. Donc directement en fait il retrouve ma fonction fractionnée que je peux exécuter directement en cliquant dessus. Donc là j'ai exécuté ma fonction fractionnée. Je peux cliquer sur les lunettes et il va me montrer où est-ce qu'elle se situe. Automatiquement, hein, sans que je touche la souris, là, il va me montrer où se situe cette fonction pour la retrouver.
Voilà, et je vais pouvoir aussi aller personnaliser mon arbre de construction, c'est mon gestionnaire de commande, tout simplement en prenant ma fonction fractionnée qui est ici, et en la glissant où je le souhaite. Donc je vais pouvoir la glisser ici si je le veux, et voilà. Et du coup, dans mon menu évaluer, ce qui n'est pas très logique en l'occurrence, j'ai bien ma fonction fractionnée qui vient d'apparaître. Et du coup, on personnalise très rapidement son gestionnaire de commande. Voilà. Donc très pratique. Et aussi du coup, ils l'ont rajouté depuis la version 2013 comme je vous ai montré, dans les options, dans le menu des options. En 2013, nouveau produit qui est arrivé, SolidWorks Electrical. Je vais vous montrer rapidement ce que c'est, ce que ça permet de faire. On est vraiment sur un tout autre logiciel finalement qui peut venir en parallèle se greffer sur le 3D. Donc ça permet en fait dans SolidWorks Electrical de faire tout simplement des schémas électriques. Donc des schémas électriques sur une interface 2D, puisqu'on fait vraiment du schéma. Et ensuite de pouvoir avoir un lien, une passerelle vers SolidWorks mécanique, et ensuite intégrer les composants qu'on a créés dans notre logiciel de schématique. Alors pour faire ça, voilà, je vais le lancer. Donc on voit qu'il y a un nouveau petit icône qui est apparu ici, SolidWorks Electrical. On peut le lancer. Voilà. Donc on est sur une interface différente, forcément on est sur un logiciel 2D. J'ai dû arrêter quelque chose. C'est bon. Voilà, donc par exemple j'ai une liste de projets, hop, je vais lancer par exemple un exercice, et donc clairement on est sur un logiciel 2D avec nos différents schémas, nos différents folios, avec nos nomenclatures qui se font en automatique, un synoptique qui représente un peu notre installation, différents schémas, un schéma de puissance, un schéma de commande, par exemple, des automates, ainsi de suite. On va retrouver donc la création automatique d'un schéma de bornier. Si vous avez un peu des connaissances en électrique, je pense que ça vous parlera. Voilà, avec le différent bornier, le câble et le moteur qui va se retrouver derrière. Donc tout ça se crée de façon automatique. Les différentes nomenclatures de matériel qu'on va utiliser. Voilà, tout ça se fait vraiment très simplement avec différents outils. Donc voilà, donc l'intérêt c'est qu'on va pouvoir créer des projets comme ça, assez rapidement et très simplement, c'est vraiment très facile d'utilisation comme logiciel, faire nos différents schémas, et sur nos différents schémas, forcément, on a des références, des composants qu'on va pouvoir définir. Par exemple, ce composant-là, ce symbole-là représente en fait un composant physique existant, qui est un composant Schneider électrique, qui a cette référence-ci. Et en fait, on va pouvoir, grâce à ça, ensuite, faire une mise en armoire SolidWorks 3D, et donc créer un fichier 3D qui va représenter mon installation électrique. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on fait ça, ça nous lance le SolidWorks 3D et on va pouvoir le créer. Voilà. Donc tout un nouveau logiciel, vraiment très, très puissant. En 2013, ils ont rajouté aussi l'interopérabilité avec les versions précédentes. Donc là, je ne pourrais pas vous montrer d'exemple, sachant que je n'ai pas de pièces en version future, comme je suis en 2014. Alors, il faut juste savoir qu'il y a des petites conditions pour que ça puisse fonctionner. En fait, par exemple, si vous êtes en 2012, vous pourrez ouvrir des fichiers 2013 seulement si vous avez la version SP5. Donc vous devez être en version 2012 SP5 pour ouvrir un fichier en version 2013. Pareil quand vous êtes en version 2013, donc vous serez en 2013 SP5 pour ouvrir un fichier en version 2014. Donc voilà l'interopérabilité. Ça permet de les ouvrir, de les éditer. On ne peut pas forcément éditer toutes les fonctions de l'arbre de construction, mais on peut rajouter. Et du coup, quand on re-switch en version future, on n'a pas perdu l'arbre de construction. Donc voilà. Donc voilà les conditions. Ensuite, ils ont rajouté les coniques dans les esquisses. Donc ça, c'est juste des outils d'esquisse. Je vais ouvrir la pièce suivante rapidement. Donc sur les nouveautés 2013, on va ouvrir conique.
Voilà, donc là je suis déjà dans une esquisse, hein. Tout simplement, les outils qui nous ont rajouté l'esquisse vont se situer, alors que je retrouve à ce niveau-là, dans les outils d'ellipse. Voilà, on a les coniques qui ont été rajoutées, qui n'étaient pas existantes. Donc voilà, ça dépend vraiment le type de conception qu'on fait, mais grâce à ça, des fois on en a besoin suivant notre métier. Voilà, donc je crée ma conique qui est ici, voilà, en faisant varier les différents paramètres, hein. Voilà, donc là on a le paramètre O qu'on va pouvoir définir, donc on va pouvoir le coter. Donc on va pouvoir mettre cette cotation là, et si je clique ici, voilà, voilà il est là, mon paramètre O, qui définit en fait en quelque sorte ma conique, hein, ce rayon de courbure ici, en quelque sorte. Voilà, donc je fais ça, je peux valider. Allez à la fin, voilà, hop, on s'aperçoit, hein, c'est l'espèce de ventilateur Dyson, effectivement qui a besoin de ce type de conique pour créer l'effet Venturi. Voilà la nouveauté dans les esquisses. Ensuite, on va voir la fonction intersection qui a été rajoutée en version 2013. Aussi très pratique quand on fait un peu de la forme plastique. On va la regarder. Donc c'est une fonction qui permet à partir d'un fichier surfacique de modifier un fichier volumique. Alors, on retourne là-dedans, intersection. Je vais ouvrir cette pièce-là. On voit un routeur Wi-Fi, hein, tout simplement une borne Wi-Fi. Ce qui se passe, c'est qu'on aimerait rajouter le logo Wi-Fi dessus et faire quelque chose d'un peu plus propre. Là, c'est tout plat, c'est vraiment pas joli. On veut arrondir la partie du haut. Donc, je vais juste ouvrir cette pièce-là. Voilà. Et en fait, on a une surface qui a été créée. Ici, voilà. Donc cette surface, hein, si je me mets en vue de côté, on voit qu'elle est légèrement bombée, qu'il y a le logo Wi-Fi qui a été créé. On voit qu'à un moment donné, elle est en dessous de mon volume, et après, elle passe au-dessus de mon volume. Ok. Et donc ensuite, il y a le logo Wi-Fi qui a été aussi créé en surfacique. Donc ça, je vais aller dans surface, euh, dans fonction, pardon. On a intersection ici. Je sélectionne intersection, je sélectionne mon corps surfacique et mon volume, et je vais pouvoir sélectionner intersection. Il va un peu travailler pour essayer de trouver toutes les intersections possibles. Il va pouvoir voir que effectivement il y a des zones qui sont plus basses, des zones qui sont plus hautes par rapport à ma surface. Et l'intérêt, ce qui est vraiment, vraiment intéressant dans cette fonction, c'est qu'on va pouvoir choisir les régions que l'on souhaite exclure. Donc c'est-à-dire, je sais que tout ce morceau-là, j'en veux pas. Parce que je souhaite que ensuite ça aille plus bas, là, que ça enlève la matière. Donc ce morceau-là, j'en veux pas, je peux le sélectionner. Pareil sur la partie Wi-Fi, je veux pas cette partie-là, je veux vraiment que ça ressorte ici, comme ça. Et là, je veux pas l'intérieur ici. Voilà. Et maintenant, en validant, il faudra juste que je coche par la suite, que je cache mon corps surfacique. En validant, je vais obtenir donc ma forme désirée. Voilà. Et voilà, tout simplement, on peut créer cette chose-là sur notre volume. Donc voilà, hein, c'est relativement pratique puisque avec les outils de surfacique, on arrive facilement à faire une forme comme ça, ce qui n'est pas évident en volumique. Voilà, je vais juste tout refermer. Ok, ensuite, grande amélioration sur les vues en coupe dans les mises en plan. Actuellement, ce qui se passait en fait avant la version 2013, c'est que les outils de vue en coupe, on devait tracer un trait d'esquisse, on devait le mettre bien coïncident par exemple avec le centre d'une pièce. C'était jamais évident enfin c'était pas très ergonomique de travailler avec ces traits d'esquisse là, surtout si on voulait faire des décalages de coupe, ainsi de suite. Donc l'idée c'est que là ils ont rajouté un assistant qui nous permet de faire via quelques clics vraiment les coupes désirées. C'est beaucoup plus ergonomique. C'est beaucoup plus ergonomique. On va ouvrir une pièce pour regarder ça tout de suite.
Alors, les vues en coupe. Voilà, j'ouvre ce fichier de mise en plan. Il va charger une pièce qui est assez complexe, justement pour bien voir la vue en coupe que ça va créer. Et on va pouvoir faire 3 vues en coupe. Voilà, donc il a tout chargé, très bien. Donc pour ça, on va aller dans disposition des vues, on a notre outil vue en coupe, et dès l'instant où on clique dessus, maintenant on voit qu'on a ce genre de choses qui apparaît. L'idée c'est qu'on va pouvoir sélectionner quel type de vue en coupe on souhaite faire, une vue en coupe verticale, horizontale, en biais, ou alors une vue en coupe aplatie, anciennement aplatie, qu'ils ont appelé ça alignée maintenant. Donc par exemple, moi je vais faire tout simplement une vue en coupe verticale, ça ira très bien. Maintenant, on n'a plus besoin de tracer un trait sans savoir par où on passe, on a juste à cliquer par exemple sur le centre. Ici, comme ça, je sais que je suis bien au centre. Voilà. Donc là, il va créer ma vue en coupe. On voit qu'il y a cette chose-là qui est apparue. Moi, ici, je vais tout de suite valider. Voilà. Donc là, c'est toujours pareil. Il se demande si on souhaite exclure des composants de la vue en coupe, vu qu'on est dans un assemblage. Voilà. Et automatiquement, donc, il va créer ma vue en coupe. Mais déjà, on peut très facilement aller placer notre vue en coupe au centre de notre pièce. C'est beaucoup plus simple ici. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Ensuite, donc, je vais en faire une deuxième. Je vais de nouveau en placer une ici au centre. Voilà, donc après, comme je vous disais, on a des outils qui permettent de faire de décalage. Donc je vais prendre mon outil de décalage, je veux décaler à partir de ce point-là. Je vais zoomer dessus, voilà. Et ensuite, passer sur ce point-là. Voilà, je pourrais en rajouter des nouveaux des autres. Et très rapidement, on arrive à créer cet outil de coupe. Cette vue en coupe grâce à cet outil. Voilà, avec ma ligne de décalage qui est ici. Donc voilà pour ça, et de nouveau une dernière type de coupe qu'on peut faire très facilement. Donc pareil, je me remets avec de nouveau en vertical. C'est faire des décalages d'arc. C'est vraiment pratique. Par exemple, je souhaite décaler de nouveau à partir de ce point-là pour aller ici. Voilà, je peux en faire un deuxième si je le souhaite. Voilà, pour aller ici par exemple. On valide. Et du coup, ça va nous faire vraiment une coupe avec des décalages pour les pièces cylindriques comme celle-ci. Voilà. Donc une dernière chose qu'on va pouvoir faire avec qu'ils ont rajouté sur les outils de coupe, c'est si on va dans les options, dans propriétés du document, et que vous allez dans le type de vue coupe, cet endroit-là, maintenant vous avez beaucoup plus d'options que vous pouvez régler, telles que est-ce que vous souhaitez masquer les cassures de ligne ou pas. Hein. Effectivement, ça dépend vraiment de ce qu'on souhaite, des fois on les veut, des fois on les veut pas. Généralement on les veut, clairement. Donc on décoche masquer, voilà. Et du coup, on les aura ensuite sur nos pièces. Donc voilà pour ça, pour l'outil de vue en coupe. Voilà, et dernière fonction intéressante depuis la 2013, ça va être la fonction de répétition à paramètres variables. Ça aussi très pratique, hein. Très pratique. Voilà, j'ouvre cette pièce-là. Ok, donc par exemple, là on le voit, ils l'ont déjà fait ici, hein, c'est une répétition qui a été faite à cet endroit-là qui est variable. Moi je vais faire la même chose ici sur cette rainure-là. Je vais prendre une fonction de répétition, je vais mettre ma direction de répétition, avec une distance par exemple de 20 mm, ça sera très bien. Je vais en mettre un peu plus. Voilà, un truc comme ça. Et en fait, maintenant, on avait donc occurrence à omettre, on a une catégorie en plus qui est occurrence à varier. On sélectionne ça. Tout d'abord, on va venir choisir les codes de fonction devant varier dans la direction 1. Donc tout simplement, je vais sélectionner par exemple la longueur 80, l'épaisseur 15. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir aller... Alors, il les a pas pris.
Voilà, je vais faire varier cette occurrence. Voilà. Et donc, on va pouvoir individuellement faire modifier certaines occurrences. Bon, par exemple, on avait la direction ici de l'espacement. Hein. Si je mets 50, on va voir qu'elle va un peu bouger. Bon, c'est pas forcément ce que je souhaite. Bon, je vais essayer de resélectionner cette cotation. C'est pas ce que je veux. Voilà, hop, la fonction, la cotation de 15, la cotation de 80. Je vais recommencer à modifier cette occurrence-là. Et là, du coup, le 15, je vais passer ça en 10, par exemple. Et au lieu de mettre 80, je vais pouvoir mettre 120, par exemple. Voilà. Donc, il va falloir juste que j'active l'aperçu intégral, hein, si je veux voir quelque chose. Sinon, il ne va pas me le faire, l'aperçu. Voilà, donc chaque occurrence, on va pouvoir les modifier indépendamment, comme ça. Donc, c'est relativement pratique. Hein. Donc, par exemple, là, je veux plus 80, je veux 100. Voilà, je fais quelque chose comme ça. Et ensuite, on va pouvoir faire ça sur l'incrémentation. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque incrément, ça va augmenter, là, par exemple, de 5 mm. On va voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Et du coup, ça augmente de 5 mm à chaque fois, sauf ceux que j'ai modifiés. C'est de là que j'ai modifié indépendamment. Voilà. Donc, vraiment pratique. Donc, c'est valable sur les répétitions linéaires et aussi sur les répétitions circulaires. Voilà, donc nous avons fini un peu le tour de ces nouveautés 2012-2013, on va dire les nouveautés les plus intéressantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser, je vais attendre quelques minutes. J'espère que vous puissiez me poser des questions. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas forcément de questions, vu que c'était juste des nouveautés. Bon, alors tout le monde souhaite directement aller manger. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais clôturer cette présentation des nouveautés. Du coup, je vous souhaite tous un très bon après-midi, un bon week-end et à la prochaine. Au revoir.